Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un produit financier qui est, un peu à part, vraiment fascinant et finalement assez méconnu. L'obligation perpétuelle. C'est un instrument qui bouscule un peu tout ce qu'on pense savoir sur le temps et sur l'investissement. Imaginez un peu le concept, un placement qui verserait des intérêts non pas sur 10 ou 30 ans, non, mais pour toujours, pour l'éternité. La question est simple, est-ce que ça peut vraiment exister un truc pareil? C'est un peu le fil rouge de notre discussion d'aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, voilà le programme. On va se demander si un investissement peut vraiment payer pour toujours. On verra ensuite comment ça fonctionne, quels sont les risques cachés, on parlera aussi du pouvoir secret de l'émetteur et on fera un petit voyage dans le temps avec une histoire qui remonte à 377 ans. Et pour finir, on les comparera aux obligations classiques. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. D'abord, il faut qu'on comprenne ensemble la mécanique de base de ce prêt un peu spécial. Un prêt qui, en théorie, n'est jamais remboursé. Voilà la définition, c'est super important de bien la comprendre. Une obligation perpétuelle, c'est simple, c'est un prêt. L'émetteur, donc celui qui a besoin d'argent, s'engage à payer des intérêts à l'infini. Mais, et c'est vraiment ça le point central, il n'a jamais l'obligation de rembourser la somme qu'on lui a prêtée au départ. Le capital, comme on dit. Alors, on peut se demander, mais qui utilise ce genre d'outils? Eh bien, ce sont surtout de très très grosses institutions. On pense d'abord aux banques et aux compagnies d'assurance qui s'en servent pour renforcer leurs capitaux. Parfois, mais c'est plus rare, on trouve de grandes entreprises industrielles, comme EDF par exemple. Et puis, historiquement, il y a eu des gouvernements comme les fameux Consols au Royaume-Uni. Bref, on parle toujours d'acteurs qui voient les choses sur le très très long terme. Pour que ce soit plus simple à visualiser, il y a une analogie qui marche assez bien. Imaginez que c'est un peu comme une action. Une action qui paierait un dividende fixe, toujours le même, chaque année. Sauf que ça ne donne aucun droit de vote dans l'entreprise. En gros, on a un revenu régulier, mais on n'est pas du tout un actionnaire. Bon, c'est vrai qu'une promesse de revenu à vie sur le papier, ça fait rêver. Le rendement est souvent plus élevé. Mais évidemment, il y a une contrepartie. Il y a un prix à payer. Et il est temps qu'on se penche sur les risques, parce qu'ils ne sont pas négligeables, loin de là. Il y a principalement 3 grands risques à avoir en tête. Le premier, c'est le risque de taux d'intérêt. C'est assez simple à comprendre. Si les taux sur le marché se mettent à monter, le petit coupon fixe de notre obligation devient beaucoup moins intéressant. Du coup, sa valeur sur le marché, elle baisse, parfois fortement. Deuxième risque, le risque de crédit. Si l'entreprise ou la banque qui a émis l'obligation fait faillite, on est servi en tout dernier, bien après les créanciers classiques. Autant dire qu'on risque de perdre une grosse partie, voire la totalité de la mise. Et enfin, il y a un troisième risque, un peu plus subtil, le risque de suspension du coupon. L'émetteur, s'il est en difficulté, peut tout à fait décider de ne plus verser les intérêts pendant un temps. Et ça, ce n'est même pas considéré comme un défaut de paiement, c'est prévu dans le contrat. Et pour que ce ne soit pas juste de la théorie, le risque de taux, on l'a vu en action très récemment. En 2022, avec la remontée des taux des banques centrales, certaines de ces obligations perpétuelles ont littéralement dévissé, de 30 voire 40%. C'est énorme. On parle d'une volatilité qui ressemble plus à celle d'une action qu'à celle d'une obligation. Maintenant, on arrive à la partie la plus surprenante. Le petit rebondissement de l'histoire. Parce que ce mot, perpétuel, il cache une petite clause en bas du contrat. Un pouvoir, en fait, que seul l'émetteur possède. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que cette obligation paie vraiment des intérêts pour toujours? La réponse, c'est pas forcément. Et voilà la clé de l'énigme. La plupart de ces obligations sont ce qu'on appelle callables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'émetteur a le droit, à certaines dates prévues, de la rappeler. Ça veut dire qu'il décide de mettre fin au contrat, il rembourse le capital et c'est terminé. C'est son droit et c'est seulement le sien. L'investisseur n'a pas son mot à dire. Et là, on voit bien que le jeu est complètement déséquilibré. Imaginez, si les taux sur le marché baissent, qu'est-ce que fait l'émetteur? Il a tout intérêt à rembourser l'obligation pour aller se financer ailleurs à bien meilleur marché. Par contre, si les taux montent, là, il est bien content de garder cette vieille obligation avec son petit coupon. Il ne la remboursera pas. La décision est toujours prise dans l'intérêt de celui qui a emprunté l'argent et jamais dans celui de l'investisseur. Bon, on a pas mal parlé technique, alors maintenant, si on faisait un petit peu d'histoire, parce que cette idée de dette éternelle, ce n'est pas du tout une invention moderne, vraiment pas. On va faire un petit bond dans le passé. Accrochez-vous bien, l'année est 1648. Oui, 1648, c'est à cette date, aux Pays-Bas, qu'a été émise la plus vieille obligation perpétuelle du monde qui paie encore des intérêts aujourd'hui. L'histoire est juste dingue. À l'époque, c'est une sorte d'autorité de gestion de l'eau qui a besoin d'argent pour construire des digues. Elle émet donc ce titre, qui est littéralement écrit sur du parchemin en peau de chèvre. Et le contrat promet de verser des intérêts in ewigkeit, ce qui veut dire à perpétuité. Le plus fou dans tout ça, la promesse est toujours tenue, des siècles plus tard. L'original est conservé précieusement à l'université de Yale, et il génère encore ses intérêts. Et comme le dit cette citation, ce titre a survécu à tout, plus de 20 régimes politiques différents.
plus de 30 crises économiques majeures. Il a tout traversé. C'est un symbole incroyable de ce que peut être la confiance et la solidité d'une institution sur le très très long terme. Bon, pour conclure, et pour que tout soit bien clair, on va résumer. On va faire une petite confrontation finale, obligation perpétuelle contre obligation classique, histoire de bien voir les différences clés. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a l'obligation classique, la bonne vieille obligation. Durée limitée, 5, 10, 30 ans, remboursement du capital, garantie à la fin. Rendement, modéré. Volatilité, faible. C'est vraiment le placement prudent par excellence. Et de l'autre côté, la perpétuelle. Durée, en théorie, illimitée. Remboursement, pas du tout garanti, sauf si l'émetteur le décide. Rendement, souvent bien plus élevé, mais en contrepartie, un risque de taux et une volatilité très très fort. C'est clairement un produit pour des investisseurs plus expérimentés et surtout plus patients. Finalement, tout ça nous ramène à un choix fondamental, un arbitrage. Est-ce qu'on préfère aller chercher un rendement plus élevé, mais en acceptant une grosse part d'incertitude sur la durée et sur le capital, ou est-ce qu'on préfère la sécurité d'un rendement plus faible, mais avec une date de fin bien claire et garantie ? C'est toute la question que nous pose cette énigmatique obligation perpétuelle.